Écoutez, merci à tous d'être là dans cette salle comble. Bon, alors le sujet rapide donc, de cette conf, c'est de vous présenter donc, la communication unifiée donc, à l'heure du cloud, vu qu'on parle énormément de cloud, que c'est un terme très galvaudé à la fois sur le côté marketing et sur les côtés techniques. Donc c'est histoire de redéfinir tous ces modèles-là. Donc le sommaire est le suivant. On va refaire une petite présentation donc, de la société dans laquelle je travaille, qui s'appelle Smile Open Source Solutions. On passera après à une deuxième présentation pour redéfinir un petit peu les termes de ce que la communication unifiée. Il y a beaucoup de choses qui sont assez galvaudées. On parle beaucoup de communication unifiée et des fois on met beaucoup de choses dans cette thématique. Après, pourquoi est-ce qu'on pourrait effectivement positionner la communication unifiée à l'heure du cloud? Vous présenter un cas client, alors sans le nommer parce que nous sommes sur un accord de confidentialité, mais vous montrer qu'aujourd'hui un grand acteur, une grosse société française est en train de se poser les questions sur la partie communication unifiée. Et puis on terminera par une petite slide de conclusion. Alors, le groupe Smile aujourd'hui, donc on se targue d'être le premier intégrateur européen de solutions open source, de par, on va dire le nombre de collaborateurs. On a racheté récemment une société qui était le numéro 2 de l'open source qui s'appelait OpenWide. Donc aujourd'hui, ça porte le groupe Smile à 1000 collaborateurs depuis, donc c'est tout frais, ça date d'il y a 15 jours. On est localisé, donc tout à l'heure je disais, le premier intégrateur européen open source, on est localisé dans 18 agences, donc sur 9 pays. Ça fait plus de 20 ans qu'on fait ce métier aujourd'hui et vraiment notre credo c'est d'être intégrateur de solutions et non pas éditeur. Donc on tisse un réseau de partenariats avec des éditeurs open source qu'on a retrouvé en bas et qu'on verra sur mes slides plus loin et sur lequel on a ce réseau avec ses partenaires qui est un canal privilégié qui nous permet donc de pouvoir ouvrir des tickets qui nous donnent de la rapidité et puis qu'on sache effectivement qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau dans chacun des produits. En termes de chiffre d'affaires, pour donner quelques chiffres clés, aujourd'hui le groupe c'est 70 millions d'euros pour 2014 quand on consolide les chiffres d'affaires des deux sociétés dont je vais parler à l'instant, donc Smile et OpenWide. Alors, en termes de définition de qu'est-ce que la communication unifiée, aujourd'hui, c'est ce qu'on dit, la communication unifiée, ça représente donc ces trois parties-là. C'est ce qu'on appelle la communication synchrone, le travail collaboratif et l'environnement bureautique. Mais ce n'est pas juste ces trois parties-là, c'est le fait de pouvoir accéder à l'intégralité de ces trois parties-là à travers une interface unique. Alors on connaît un acteur qui est présent depuis très longtemps sur le marché, pour ne pas le citer, qui s'appelle Microsoft, qui aujourd'hui a porté son offre de communication dans le cloud avec son offre Office 365. Et l'intérêt de cette offre-là, que propose aujourd'hui Microsoft, c'est que cette partie-là, qui est la communication synchrone, le travail collaboratif et l'environnement bureautique, sont dans une seule et unique application accessible à travers un portail Internet. Donc aujourd'hui, le fait de pouvoir communiquer de façon unifiée, c'est de pouvoir avoir l'accessibilité à ces trois briques de fonctions. Si on rentre et qu'on fait un petit zoom dans chacune des briques, donc nous, on va vous présenter donc, ce qu'on connaît nous aujourd'hui dans le monde de l'open source et ce qui peut donner donc, les alternatives à ce qu'on va pouvoir trouver dans un Office 365. En termes d'abord de communication dite synchrone, où on va pouvoir avoir tout de suite de l'échange avec des utilisateurs. Tout d'abord, on va avoir les échanges type voix, donc ce qu'on appelle la voix sur IP ou la TOIP pour la téléphonie sur IP et la partie GSM, vont être opérés avec un outil mondialement connu qui s'appelle Asterisk, qui permet donc de faire un IPBX en open source. Ensuite, de plus en plus utilisé, ce qui s'appelle donc le XMPP ou l'instant messaging ou la messagerie instantanée qu'on retrouve dans énormément d'outils. On les trouve comme une solution à part entière qu'on peut installer, mais on les trouve aussi effectivement dans des solutions déjà intégrées. On peut les retrouver dans les solutions de messagerie, on peut les retrouver dans énormément de produits, dans des solutions de JED, qui des fois proposent aussi de la messagerie instantanée dans la solution de JED, donc qui permet de pallier quand on a besoin d'échanger avec quelqu'un très rapidement, au lieu d'envoyer un email, on peut faire de la messagerie instantanée pour lui demander quelque chose parce qu'on n'a pas forcément besoin de le garder, de l'archiver, d'avoir une trace. Donc c'est le côté rapide et efficace. Ensuite, on va avoir la notion de ce qu'on appelle de webconférence. Donc, on a besoin de faire du chat audio-vidéo, mais à travers une plateforme web. Donc, on peut utiliser un outil qui s'appelle GC Meet, en allant sur le site gc.org ou sur rencontre.renater.org. Ça nous permet effectivement d'aller sur cette plateforme-là et de pouvoir discuter directement avec la webcam de son PC à travers un protocole qui s'appelle le WebRTC. Donc, il n'y a pas besoin d'installer de plugin, il n'y a pas de flash. Ça fonctionne nativement sur toutes les machines et ça permet de pouvoir communiquer comme ça à travers Internet, à travers sa webcam. Ensuite, si on porte ça et qu'on sort de la partie web et qu'on utilise des devices de type smartphone, donc on a pléthore de solutions qui existent sur le marché pour la visiophonie. Le plus connu effectivement est Skype, que tout le monde a utilisé, mais après chaque opérateur ou chaque constructeur a développé ses propres plateformes de visiophonie, donc FaceTime dans le monde Apple
Hangout dans le monde Android, et Facebook Messenger aussi, qui permet de faire exactement la même chose, qui permet aussi de se connecter avec le côté vidéo. Quand on rentre ensuite dans la deuxième brique, donc les outils de travail collaboratif au sens large, donc on peut mettre beaucoup de choses dans cette partie-là. On va avoir donc le côté partage documentaire, où on va pouvoir échanger des documents à travers des gestions électroniques de documents. Donc Alfresco ou Unixeo sont les outils les plus connus du marché. Alors c'est plutôt pour partager du document, on va dire, plutôt froid. C'est-à-dire qu'on aura archivé, on a besoin d'aller rechercher le cabis d'une société, on a besoin d'aller chercher une information qui ne va pas bouger dans le temps. On va aller les chercher effectivement dans ces outils de gestion électronique de documents. À l'opposé, quand on a besoin d'échanger du document qui va peut-être vivre et évoluer régulièrement, on va utiliser des solutions de partage de documents, et non plus de gestion documentaire, avec des outils tels que OnCloud, Pidio ou Seafile, qui sont ce qu'on appelle Dropbox-like. C'est exactement la même chose que ce que propose Dropbox, si ce n'est que, au lieu de l'avoir chez un opérateur aux États-Unis, dans un data center où on ne connaît pas effectivement toute la loi de ce qui peut se passer, on installe ça dans son propre SI et on va pouvoir piloter et garder ces fichiers et ne pas les sortir sur Internet et que tout le monde pourrait le lire. Et puis le dernier point dans cette partie travail collaboratif, ça va être effectivement le portail qui va peut-être pouvoir englober tout ça. Je vous expliquerai un peu plus loin dans mon cas client, avec des solutions telles que du Liferay, et on va retrouver aussi dans les outils de travail collaboratif les outils de blog et de wiki, même si c'est assez trivial. Aujourd'hui, chez nous, chez Smile en interne, on a beaucoup d'informations qui sont publiées sur des wikis. L'intérêt, c'est que c'est simple de prendre en main, on peut facilement rédiger des blogs, enfin facilement rédiger des articles, et voilà, ça reste, et il n'y a pas besoin d'être non plus codeur ou développeur pour écrire dans un wiki. Les balises sont assez simples. La dernière brique qui nous intéresse sur la communication unifiée, tout à l'heure j'ai parlé effectivement de la communication synchrone, le côté partage de documents avec des portails. Il va falloir maintenant pouvoir aussi communiquer ou produire du document, et pour pouvoir communiquer, on va dire traditionnellement tous les jours, on va utiliser des solutions de messagerie. Donc les trois solutions qu'aujourd'hui nous on préconise à nos clients, qu'on retrouve ici effectivement sur le salon, sont Bluemind, Zimbra et OpenExchange. Donc OpenExchange n'est pas sur le salon, mais Bluemind et Zimbra sont présents. Donc Bluemind est une société française qui a lancé son produit il y a un peu plus de 3 ans et qui essaie de concurrencer et de rattraper aujourd'hui la solution Zimbra, qui est là depuis un peu plus d'une dizaine d'années, donc qui sont des solutions de messagerie collaborative qui permettent de faire du mail, du contact partagé, de l'agenda partagé, le fait de pouvoir se connecter avec son smartphone. On va retrouver la messagerie instantanée qui peut être intégrée dans ces solutions-là, c'est pour ça que je le disais en introduction. Mais ce n'est pas une obligation. Chez nous, par exemple, chez Smile, on utilise la brique Bluemind pour mail, contact, agenda, et la solution de messagerie instantanée est sortie à travers un autre outil, parce que c'était historique, on utilisait autre chose. Et puis après, il va y avoir la partie production de documents. Donc, historiquement, le plus connu était OpenOffice, et maintenant, on va dire que la solution la plus déployée est plutôt LibreOffice. Néanmoins, ce sont des solutions qui encore aujourd'hui ne permettent pas de faire ce qu'on appelle de la coédition, du travail collaboratif et de pouvoir partager des documents en ligne. C'est en train d'arriver, chez LibreOffice ça va sortir, ça ne l'est pas encore. Il existe cependant un outil open source qui s'appelle Etherpad, qui permet de le faire, mais que sur du document texte, et du document texte enrichi, où on peut juste mettre du texte en gras, italique, partager des liens. Donc aujourd'hui on est très très loin. Sur cette partie-là, sur la production de documents, on est très loin de ce que propose Microsoft Office ou ce que propose Google Doc, qui aujourd'hui quand même ont la capacité de pouvoir éditer des documents bureautiques en ligne. Et de les partager et de faire ce qu'on appelle de la coédition. Donc là, je vous ai présenté effectivement ce qu'était redéfini la partie de ce que pouvait être la communication unifiée au sens très large du terme. Donc c'est d'avoir ces outils-là et de pouvoir les intégrer dans une seule unique interface pour y accéder. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on va pouvoir les porter facilement et les utiliser dans le cloud ? Aujourd'hui, le cloud, il y a une quinzaine d'années, quand j'ai commencé l'informatique, on appelait ça les applications en mode ASP. C'est-à-dire qu'on allait se connecter à une application distante qui était dans un serveur, dans un data center, mais avec les faibles débits qu'on avait, les applications qui n'étaient pas tout le temps faites pour être accessibles en mode web, ça n'a pas vraiment pris il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, avec l'évolution des bandes passantes, le coût du stockage qui a énormément baissé, beaucoup de solutions ont été emmenées dans des data centers et sont devenues accessibles à travers effectivement des navigateurs web. Et donc les gros intérêts de pouvoir utiliser du cloud aujourd'hui, c'est qu'on va avoir des services qui vont être accessibles 24 heures sur 24 sur Internet. Moi, j'ai des souvenirs d'utiliser de la messagerie en POP sur un client lourd, et puis on pouvait l'utiliser qu'au bureau, et puis quand on n'était pas connecté au bureau, le serveur de messagerie, on ne pouvait pas l'accéder, donc on avait ces mails que quand on allait au travail, ce qui n'était pas plus mal à l'époque, mais aujourd'hui, on a accès à ces mails à peu importe l'endroit, on est en mobilité, on a accès à ces mails sur son smartphone, on a accès à ces mails depuis un client lourd, on a accès à ces mails depuis effectivement un navigateur web, donc ce côté 24/7, c'est fondamental, mais c'est ça aussi qui fait cette force de pouvoir accéder à des données.
Ensuite, proposer des outils sous forme de service, c'est-à-dire qu'on ne va pas juste acheter et se dire tiens, on veut du mail, on veut un service de communication, on veut pouvoir échanger avec ses collaborateurs. Donc on va acheter du service. On va vraiment passer sur ces différents modes. L'informatique, il y a une dizaine d'années, c'était du CAPEX. Donc on achetait énormément et on amortissait le matériel. Et quand on parlait effectivement avec des DSI, ils nous disaient bah voilà, moi j'ai acheté, j'utilise mes serveurs, je les change tous les 5 ans ou tous les 7 ans. Donc on était vraiment dans un mode d'investissement. Alors qu'aujourd'hui, on vient de modifier complètement la donne. Enfin, la donne est en train de se modifier progressivement sur un mode vraiment OPEX, où on est en train de louer effectivement de la ressource, parce que on peut avoir une entreprise qui peut grossir, on peut avoir des pics d'activité. Donc on a besoin de consommer que ce que l'on a réellement besoin. Donc le cloud vraiment répond. Le côté SaaS répond vraiment à cette demande. Qu'est-ce que ça va dégager en termes d'avantages pour les clients? Le client, il ne va pas avoir à exploiter sa plateforme. C'est-à-dire qu'il va pouvoir se concentrer sur son métier. Il va pouvoir déléguer cette exploitation à l'opérateur de SaaS. Il n'aura pas non plus besoin effectivement de la déployer et de l'exploiter. Les mises à jour vont être assurées par nos propres équipes. Donc ça, c'est aussi pas une mince affaire que de se dire voilà, j'ai pas besoin de mettre à jour ma solution, c'est beaucoup plus simple pour moi. Je suis sûr que les pages de sécurité sont passées régulièrement sur ma solution de communication unifiée, donc ça me fait un souci en moins. Et puis je vais avoir de la fiabilité et de la performance. Aujourd'hui, ces plateformes qui vont être montées, c'est important de se dire que s'il y a un incident, qu'est-ce qui va se passer? Mon opérateur aujourd'hui, j'ai signé un contrat avec lui, j'ai ce qu'on appelle des SLA, des Service Level Agreement, sur lesquels j'ai signé et je me suis engagé, moi, l'opérateur de ça, à avoir des garanties de temps d'intervention lorsqu'il y a un incident. Alors c'est un exemple, ça pourrait être plus petit ou plus gros, ou des garanties de temps de rétablissement aussi. Donc moi, je vais acheter du service, je sais que ce service-là, il va être up 24/24, et que s'il y a un incident, mon opérateur, il s'engage à me réparer ou à remettre le service en production. S'il ne le fait pas, il y a des pénalités. Donc en soi, je ne risque pas, en allant dans le SaaS, en allant dans le cloud, de me dire est-ce que ça va marcher ou ça va marcher. De toute façon, j'ai un contrat, et mon opérateur est obligé de me rendre le service. Je suis rassuré parce qu'effectivement, je sais que ce service-là, même si je ne le vois pas en tant que client, mais c'est marqué dans les conditions en général que je vais signer, j'ai une supervision préventive et proactive en 24 heures sur 24. Et donc nous, on sait effectivement si un client surconsomme, s'il y a un pic d'activité, un pic de trafic, on pourra aussi avertir le client. Attention, peut-être que votre serveur de messagerie que vous utilisez sert de relais de spam, parce que là, on vient de se rendre compte que depuis 2 heures, la charge CPU vient d'exploser. Donc on a la capacité d'avoir de façon préventive et proactive grâce à la partie supervision. Les plateformes de nos clients qu'on va fournir et qu'on va monter dans le SaaS vont être constamment, souvent hautement disponibles et sécurisées. Donc avec effectivement des firewalls en tête de réseau et puis le fait de mettre de la haute disponibilité sur les machines. Donc ça rassure le client en se disant voilà, si ça venait à tomber malheureusement, il y a des serveurs de secours. On va profiter effectivement de l'expertise de tous nos ingénieurs qui ont monté toutes ces plateformes. On peut proposer à des clients qui le souhaitent, parce que c'est un coût non négligeable, le fait d'avoir soit du PRA, soit du PCA. Donc d'avoir sur un premier data center, sa production, et dans un deuxième data center, une production, on va dire, dite A' ou dégradée, mais qui permettrait de prendre tout de suite le relais en cas de défaillance électrique ou en cas de défaillance du lien réseau du premier data center qui serait plus joignable. Donc pour des applications type le mail, souvent c'est quelque chose de... Les gens vont dire, on ne peut plus travailler sans mail, ce qui est vrai, ou on ne peut plus travailler sans téléphone. Les gens sont perdus, s'ils n'ont plus leur messagerie ou s'ils n'ont plus leur téléphone, ils vont dire, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut plus avancer. Donc ce sont fondamentalement, même si c'est simple et que c'est rentré dans les mœurs, ce sont des applications critiques aujourd'hui, la communication unifiée. Et puis on va consommer vraiment... Je disais tout à l'heure, un service de manière ponctuelle. Je le mets dans un exemple, j'ai besoin d'un service de visioconférence pour un séminaire. Au lieu d'acheter une solution de visioconférence, d'acheter un serveur, de l'installer, de monter en compétence dessus, je vais faire appel à un opérateur de SaaS qui fournit de la visio. Je vais lui payer pendant 3 jours ou une semaine si j'ai besoin de son service. J'arrête de le payer, j'ai consommé que ce que j'avais besoin. Donc vraiment le paiement et la consommation à la demande de services. Alors, ouverture sur la fin de cette présentation. Aujourd'hui, un grand client, alors on a signé un accord de confidentialité, donc je ne peux pas parler effectivement et citer le nom de ce client-là. Donc nous a mandaté pour une étude comparative entre un environnement collaboratif propriétaire et des outils open source. Donc l'environnement collaboratif propriétaire, vous l'aurez, je pense, deviné, c'était effectivement Office 365. Ce client nous a dit, moi j'aimerais pouvoir réduire l'adhérence à un seul fournisseur et j'aimerais pouvoir conserver mes données sur le territoire français. Voilà la problématique que je rencontre aujourd'hui. Il nous dit, on sent que de toute façon, d'ici 5 ans, peut-être 10 ans, Microsoft ne proposera sûrement que de l'Office 365 en mode SaaS. Donc on n'aura plus la possibilité de pouvoir avoir nos propres données chez nous, de pouvoir les administrer, d'être sûr qu'elles sont sur le territoire français. On n'a qu'un seul opérateur qui nous fournit tous les services. Quand on veut négocier, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on n'a qu'une seule personne en face, alors que si on peut faire jouer la concurrence et qu'on a différents opérateurs, ça a tout son intérêt. Donc ils sont venus nous voir avec cette problématique-là et ils nous ont dit, vous, Smile, premier intégrateur européen de solutions open source, est-ce que vous pouvez nous accompagner sur une mission de conseil? D'abord, on a été mandaté
vraiment sur une mission de conseil, dont les enjeux d'abord, le client quand il est venu nous voir, il nous dit changer pour changer, c'est sympa, mais dans les grands groupes, on ne s'amuse pas à changer pour changer. Donc vraiment, les enjeux de ce client-là, c'était de nous dire qu'est-ce que ça va nous apporter, qu'est-ce qu'on va avoir comme valeur ajoutée d'utiliser des solutions open source, d'utiliser du Liferay pour un portail, d'utiliser de l'Asterix pour de la téléphonie, d'utiliser du Zimbra pour de la messagerie. Quelles sont les valeurs ajoutées? Parce que si aujourd'hui j'utilise de l'Office 365 ou j'utilise en on-premise du Exchange, du SharePoint, de la GED, qu'est-ce que ça va m'apporter de plus? Donc vraiment d'abord, c'était qu'est-ce qu'on va lui apporter en termes de nouveaux usages. Il va falloir qu'on s'intègre au système du client. Le client nous a dit, vous imaginez bien que tout ce qu'on a en Microsoft, on ne pourra pas tout enlever. Il va falloir effectivement que vous arriviez à vous intégrer dans notre SI et que vous nous permettiez de nous offrir une modularité sur un package open source où on peut en mettre soit la totalité en open source, soit certaines briques que je viens de vous présenter tout à l'heure dans les slides d'avant en open source. Et donc de s'interopérer avec ce SI de ce client. Alors, le nerf de la guerre reste quand même souvent financier. Donc l'objectif était de présenter un TCO inférieur à la mise en place de cet outil sur 5 ans, hein, parce que fournir une nouvelle solution de communication unifiée, si ça leur coûte plus cher qu'avec des solutions propriétaires, le client va nous dire c'est plutôt dérangeant, c'est plutôt gênant. Et puis, dernier point, non pas des moindres, mais qui est souvent, on va dire, peut-être pas bâclé, mais sur lesquels on se dit, mais oui, c'est normal, il faut accompagner la conduite du changement. C'est fondamental, c'est la réussite d'un projet. Si la conduite du changement n'est pas bien, on va dire, gouvernée, pas bien mis en place, et qu'on suit pas là, et qu'on suit pas les clients au fur et à mesure, qu'on forme, enfin, il y a tout des processus, le projet, c'est un échec. Vous allez avoir des personnes qui vont être récalcitrantes au projet, comme dans tout projet informatique, il va falloir les convaincre, il va falloir ensuite animer des ateliers pour montrer aux gens quelles vont être les nouveautés, montrer aux gens où en est le projet, l'avancement du projet, et communiquer, pas dire aux gens du jour au lendemain, vous changez d'outil, ils ne connaissent pas les dates, donc c'est vraiment fédérer les utilisateurs pour qu'ils adhèrent à votre projet et donc que votre projet soit vraiment un succès. La démarche a été la suivante, dans le terme de la mission. Donc on a d'abord présélectionné des outils open source. Donc, tout à l'heure, je vous en ai sélectionné une majorité. On a présélectionné, on n'a pas fait une étude sur la totalité des produits. Sinon, ça aurait pris énormément de temps. C'est une étude qui a pris un peu plus de 3 mois. Donc on a fait des analyses, on a fait énormément de tests pour sortir effectivement une liste de produits open source sur lequel nous on a dressé un tableau avec les adéquations et les intégrations fonctionnelles. Donc on avait des critères pour pouvoir noter et décider quelles étaient la pertinence de chacun des outils. Si on reprend la messagerie, on a vérifié qu'on pouvait envoyer du mail, on a vérifié qu'on avait le correcteur orthographique, on a vérifié qu'on avait un connecteur à Outlook, enfin toutes les fonctionnalités qu'on pouvait retrouver dans le monde propriétaire, on a essayé de les tester et de vérifier ce qui en termes d'intégration, était acceptable pour le client et ce qui lui apportait des nouvelles fonctionnalités. Et à la suite de cette première étude qu'on a terminée, qui s'est très bien passée, le client est très satisfait de l'étude et s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait tout ce que j'ai cité dans le slide d'avant. Hein, on s'est présenté un TCO inférieur, il y avait des nouveaux usages, on était capable de s'intégrer à l'écosystème du client. Hein. Pour s'intégrer à l'écosystème du client, on va mettre en place des solutions, ce qu'on appelle d'ESB, donc qui vont être capables de pouvoir convertir des messages ou des informations entre une messagerie open source et une messagerie propriétaire. Et donc le client nous a dit, go, allons-y pour la deuxième phase. Et la deuxième phase, c'est d'intégrer ce package open source dans le SI du client. On est pour l'instant que sur une phase de maquettage. Donc on est en train de mettre en place un POC avec des briques de solutions, hein, un portail global qui va unifier donc tous ces produits open source, donc qui va être basé sur un Liferay, sur lequel on va mettre des briques de communication telles que du Zimbra, on va mettre du Jitsi pour la partie messagerie instantanée, on va mettre toute cette partie-là aussi avec la partie la partie Office sera portée sur la partie avec le logiciel LibreOffice. Donc on est en train de mettre tout en place ce package open source et la téléphonie pour l'instant n'a pas été choisie parce que le client a peut-être gardé sa solution. Et on va s'intégrer à ces solutions qu'il y a au sein de son SI. Donc aujourd'hui, on est dans une phase de maquette et on l'espère que cette maquette sera un succès pour peut-être déployer une bonne partie chez ce client. Donc en conclusion, externaliser un SI dans le cloud aujourd'hui est une alternative possible et réalisable, surtout avec une flexibilité inégalée. C'est ça le gros avantage. Parce que le cloud pour le cloud, on ne va pas réinventer la roue. Hein, les solutions sont les mêmes, qu'elles soient dans le cloud ou pas dans le cloud. Mais c'est que ce soit flexible. J'ai besoin de consommer, j'ai un pic de trafic, je vais acheter de la ressource, je vais la consommer. J'en ai plus besoin, je la relâche, je ne la paye plus. Et aujourd'hui, la qualité et la richesse des outils fait que de passer par des opérateurs SaaS, ça a tout son sens et c'est tout à fait réalisable. Alors que, on voit bien que même tous les grands fournissent leurs produits. Adobe fournit du Photoshop en SaaS, Microsoft fournit ses outils en SaaS, et aujourd'hui, acheter et consommer du SaaS, ça a tout son sens en 2015. Voilà. Je vous remercie. Une question? Oui, pour le projet dont vous parlez là, de bascule, quel est
maille entre le moment où vous avez commencé à identifier les solutions et le moment où vous comptez effectivement la bascule effective. 1 an et demi à peu près. Ouais, c'est très long. Ouais. Ça n'est pas rien. C'est que ce n'est pas rien. Voilà. Ouais, non, c'est très très long parce que la phase d'étude a pris presque 4 mois. Là, on est sur la phase de POC qui va durer au moins la même chose. Et une fois que la phase de POC se sera faite, ça va être à l'OTI. Et donc, il y a des bouts qui vont être déployés, enfin, ce qu'on espère. Et ce sera sûrement d'abord déployé dans des pays émergents. C'est un grand groupe. Ils vont d'abord les tester, je pense, soit dans les pays d'Europe de l'Est, soit dans les pays d'Afrique. Et si c'est un succès et que les utilisateurs sont contents des outils, ce sera peut-être après redéployé sur des pays européens, plus tard valeur ajoutée. Mais Le POC sert-il surtout à convaincre les oui. futurs utilisateurs Oui. ou c'est pour valider techniquement? C'est les deux. Ouais, vraiment. Complètement, c'est vraiment les deux. Et nous, on a été agréablement surpris d'être approchés par des sociétés aussi grandes et qui se disent, bah, on veut plus de Microsoft, on veut passer à autre chose, on voudrait avoir une solution open source. Qu'est-ce qu'il existe? La réponse, c'était, des solutions sur étagère, bout à bout, elles existent. Tout unifié dans une seule et unique solution, on l'a pas encore fait. Mais on est content que vous veniez nous le demander. On va l'étudier. Mais aujourd'hui, il n'y a rien qui existe sur le marché aussi abouti. Il ne faut pas rougir. Enfin, moi, je pense que l'open source existe, qu'il y a du travail pour tout le monde. Il y a des très bons produits dans le monde propriétaire, il y a des très bons produits dans le monde libre. Le pack Office et l'Office 365 est une belle solution. J'aime pas tout chez Microsoft, bien au contraire. Mais trouver aujourd'hui une solution qui propose autant de richesses qu'un Office 365, il n'y a rien. De façon complètement unifiée, développée, il n'y a vraiment rien. Donc on est content parce que ça nous permet d'avoir du budget pour pouvoir travailler en R&D et monter un vrai projet comme ça et avoir une belle référence et dire voilà, ça existe, on est capable de faire quelque chose d'aussi bien qu'Office 365. Voilà. D'autres questions ?